Un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se développer dans le temps, mais c'est pas quelque chose de décérébré. Pourquoi je vous dis ça? Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est parce qu'on a trop tendance encore actuellement à considérer l'enfant comme un adulte en miniature. Un enfant, il n'a pas les mêmes ressources s'il est tout petit, s'il est plus grand. Et je vais prendre le temps d'en parler parce que tout ce qui est lié autour du contexte de harcèlement va souvent trouver des racines dans l'histoire individuelle des enfants harcelés et harceleurs. On verra que c'est pas si simple. On a des enfants certaines fois qui sont harcelés, qui vont devenir harceleurs, d'autres qui étaient harceleurs, qui vont devenir harcelés. C'est une dynamique très complexe. Et pour pouvoir arriver à intervenir dans une dimension, on va dire, humaniste, respectueuse de la singularité de chacun, c'est important d'avoir cette compréhension-là. Alors un enfant, c'est pas un adulte en miniature, c'est un petit homme qui va se développer, son cerveau va se développer, ses émotions vont s'exprimer différemment, il va prendre son autonomie, il va grandir, il va se séparer de ses parents et petit à petit, il va apprendre avec le monde extérieur à avoir d'autres repères. Il y a aujourd'hui dans la recherche quelque chose d'important que l'on sait, c'est que tous les enfants ne sont pas à égalité. Ça, c'est la recherche qui nous l'a appris, mais on est conforté là-dedans, avec cette idée qu'un enfant qui a pu bénéficier tout petit de ce qu'on appelle de liens d'attachement de très bonne qualité. Alors, c'est quoi un lien d'attachement de très bonne qualité? C'est un papa, une maman qui est suffisamment à la bonne distance, ni trop collé, ni trop éloigné, pour permettre à l'enfant d'apprendre, de se sentir sécurisé, protégé, et de savoir qu'il a de la valeur et puis qu'il peut compter sur l'autre. Donc si notre petit bébé, si notre enfant, en grandissant, il a cette base de sécurité psychique primaire, il a cette base de sécurité psycho-affective majeure liée à la qualité de ses liens d'attachement avec ses proches, c'est un enfant qui va aller vers le monde, qui n'aura pas peur de la vie, qui n'aura pas peur des épreuves de la vie. Et quand il rencontrera des difficultés, c'est un enfant qui, plus facilement que les autres, va réussir à surmonter ces difficultés-là. Et puis dans la vie, vous avez des enfants qui, pour différentes raisons, certaines fois parce que cet enfant-là, dans cette famille-là, n'est pas forcément arrivé au bon moment, où cet enfant-là était porteur d'un tas d'attentes, et il ne va pas répondre aux attentes de ses parents, ou parce que les parents vivent des épreuves difficiles, ou parce que l'enfant vit lui-même des épreuves difficiles, comme une maladie, un deuil, cette qualité d'attachement, ces liens d'attachement primaires vont être moins solides, moins forts, moins costauds. Et l'enfant, grandissant, va être plus en difficulté. Ce que l'on sait, c'est qu'à tout moment de la vie, notre enfant, notre petit qui grandit, puis des fois notre adolescent, a la possibilité de rencontrer, alors le terme qu'on utilise, c'est tuteur, les termes que vous entendrez de résilience, etc., ou transitionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui va être là à un moment donné pour aider l'enfant à avancer. Pas faire à sa place, mais l'accompagner, l'aider à avancer, lui donner une bonne estime de lui-même. Et on sait que les enfants qui grandissent dans ce contexte très sécure psychiquement, du coup, n'ont pas peur de l'autre, n'ont pas peur du groupe. Alors le contexte actuel, il est un petit peu particulier. Monsieur le directeur des services académiques rappelait l'importance, le poids des écrans. Et le poids des écrans, enfin je dis le poids, la place des écrans, parce que ce n'est pas un poids pour les jeunes, peut-être plus pour les parents, mais les jeunes pas trop, est venu totalement bouleverser la relation. Alors je vous en parle parce que dans les contextes de harcèlement, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de l'interrelation. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'enfants, actuellement, je parle d'enfants au sens large, passent beaucoup plus de temps derrière un écran seul que dans une relation avec un parent ou avec un proche, avec un adulte. Sur une étude qui avait été faite dans l'Académie de Bordeaux, qui n'a pas été publiée, il y a déjà 2-3 ans, on évaluait à 5 heures par jour scolaire, lundi, mardi, jeudi, vendredi, le temps passé derrière les écrans pour des 6e et 14 minutes à parler avec un adulte. Donc, l'enjeu, ce n'est pas l'écran. L'écran, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet de rester en contact, d'avoir Skype, de se parler. Les enfants malades aussi, c'est un support extrêmement précieux. Mais l'écran, ça déshumanise. Ça déshumanise parce qu'on n'a pas l'autre en face de soi. Alors actuellement, dans des instituts de formation, aussi dans des formations faites par le ministère de l'Éducation nationale, mais on a ça un peu partout, on n'a plus un intervenant réel, on a un écran et l'intervenant qui est projeté.
via un DVD. Donc on ne peut plus l'interpeller. Il n'y a plus d'interrelation. On a besoin de l'autre et l'autre a besoin de nous pour développer quelque chose d'essentiel qui est la capacité empathique, qui est la notion d'altérité. C'est-à-dire que moi, je suis un sujet, en face de moi, il y a d'autres êtres humains et ce que je peux dire, ce que je peux faire va avoir des conséquences sur l'autre. Et dans la relation, c'est ça aussi qui fait notre société civilisée, quand on ne reconnaît plus l'autre comme un être humain, comme un sujet, tout devient possible. La maltraitance, les violences, les actes de torture, de barbarie, tout ça c'est commis par des gens pour lesquels il y a eu un déni d'altérité, on ne reconnaît plus l'autre comme un autre que moi-même. Tout devient impossible. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant ne va pas reconnaître ça? Eh bien, un enfant qui n'a pas eu dans son éducation, alors bien sûr l'environnement familial prime, mais aussi ce qu'on va lui transmettre à l'école, qui n'a pas eu cette expérience de prendre soin de lui, de prendre soin des autres, de respecter la différence, de ne pas avoir peur de la différence, parce qu'il l'a confronté dans la réalité, ces enfants-là arrivent avec un sentiment d'insécurité très fort, une insécurité psychique personnelle très forte, ils n'ont aucune tolérance à la frustration, ils ont beaucoup de mal à se projeter dans des activités d'effort, parce que tout ce qui risque de les faire bouger représente un danger. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de très fort actuellement dans la génération d'aujourd'hui, avec ce manque d'empathie, cette difficulté à reconnaître la souffrance dans l'autre. Alors, moi, j'ai une activité très large. Je suis à la fois clinicienne, thérapeute, expert, et j'ai vu l'évolution en tant qu'expert. Alors, les cas les plus graves, bien évidemment, passent en expertise d'enfants qui ont tué, blessé gravement un camarade. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir des enfants, avant c'était à peu près 10%, maintenant on est presque à 70%, face à des faits dramatiques, de mort d'un camarade, de handicap lourd, pour lesquels ils sont poursuivis au pénal, dire « c'est pas de ma faute, il avait qu'à dire qu'il avait mal, il souffre, c'est pas mon problème ». Il n'y a pas de culpabilité parce qu'il n'y a pas d'empathie. S'il n'y a pas d'empathie, pas de culpabilité, il n'y a pas accès à la sanction. Ça glisse. Ils s'en moquent. MDR, même pas mal, lol, pas de problème. Et ça perturbe beaucoup les adultes, ça les déroute parce que nous, on n'est pas dans cette culture-là. Et le décalage, il vient aussi de là, d'enfants, d'adolescents qui se construisent dans une relation où l'écran prend une place majeure. Ils ont besoin de l'écran pour communiquer. Essayez d'ôter un portable à votre enfant, vous lui arrachez le bras. Bon courage. C'est devenu vital. D'ailleurs, il vous dit, je ne peux pas m'en passer. Il communique avec ça, plus que par la parole, plus que par l'écrit. Et ça bouleverse les modes relationnels, et on le voit entre autres dans la façon dont le harcèlement s'initie et la façon dont les enfants arrivent à en parler, à s'en dégager. Autre particularité du fait de ce virtuel, c'est que les enfants, on pourrait penser, ont l'habitude du groupe, et en fait, pas tant que ça. Ils s'isolent de plus en plus, clairement. L'école est un des rares lieux où ils continuent de vivre en groupe. Dans les maisons, il y a de moins en moins de familles nombreuses. Alors, il y a les familles recomposées, décomposées, redécomposées, donc ce n'est pas toujours une dynamique simple. Dans les groupes de sport, des fois, il y a des groupes, mais c'est tout. Ils n'expérimentent plus le groupe comme avant, on pouvait gérer les groupes. Parce que le virtuel, alors, ils ont peut-être des copains, des likes, des je ne sais pas quoi, et autres amis virtuels ou avatars, mais dans la vraie vie, ils n'arrivent plus à gérer la dynamique de groupe. Et la difficulté, c'est qu'en milieu scolaire, la dynamique de groupe, elle est quand même essentielle. Il faut que je supporte, dans ma classe, dans une classe, vous avez une dynamique individuelle, 30 élèves, 30 dynamiques individuelles, bon, plus le prof. Il y a des profs encore. Parce que j'étais à l'ESN, à l'École supérieure de l'éducation nationale, faire une conférence avec M. Debardieu il n'y a pas longtemps, et dans les projets, alors moi c'est des choses qui me paraissent tellement hallucinantes, dans les projets à moyen terme, ce serait, comme on manque de profs, d'avoir le prof virtuel qui fait cours, les gamins derrière leur tablette, plus de profs. Donc, quand on a encore les enseignants dans la salle, ça fait aussi une dynamique individuelle. À l'écran, il ne remplacera jamais la dynamique psychique, il ne remplacera jamais ce qui se joue dans la relation. Et puis, vous avez toutes les dynamiques inter-individuelles, vous voyez comment ça croise entre élèves, profs, et le groupe en lui-même a une dynamique fondamentale. Et c'est ça qui est très compliqué pour un enseignant, surtout qu'on ne les forme pas à la dynamique des groupes, c'est d'avoir à gérer ça. Mais gérer un groupe, il y a 30 ans, c'était beaucoup plus facile qu'actuellement, parce que la notion même des élèves au sein du groupe a changé, la dynamique a changé, le groupe fait peur. Et ce que l'on constate chez les enfants harcelés et harceleurs,
Je vous montrerai qu'il y a plusieurs profils. C'est une vraie souffrance. Alors, une souffrance psychique, pas toujours visible, et c'est ça qui est compliqué pour les parents, parce que souvent on ne voit pas, mais une vraie souffrance psychique à être dans la relation à l'autre. À être dans la relation à l'autre et à se sentir sécurisé par l'autre. Et en effet, plus le climat scolaire est insécure, plus les élèves sentent les adultes absents, pas disponibles, pas présents. Alors ça, c'est leur ressenti, parce que les parents, les profs, ils ont bien l'impression d'être là et de mouiller la chemise, mais les élèves ne le perçoivent pas comme ça, les enfants ne le perçoivent pas comme ça, et du coup, ils se sentent en danger avec le groupe, en danger avec l'autre, et quand l'autre présente un danger, je risque de le harceler, de l'agresser. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Donc, notre enfant qui va grandir peut avoir des failles. On appelle ça la vulnérabilité psychique. Ce sont des blessures comme des cicatrices. Il peut vivre très bien toute sa vie avec. Puis il y a des moments où ça peut le fragiliser encore davantage et devenir plus compliqué dans son parcours d'enfant, d'adolescent. C'est pour ça que le harcèlement scolaire n'est pas banalisé. On sait que des enfants qui ont été harcelés en maternelle, en primaire, vont porter ça souvent longtemps. Et on sait que des adultes qui ont été harcelés enfants, certaines fois n'arrivent toujours pas à passer devant le collège où ils étaient harcelés. Donc c'est une vraie blessure psychique invisible, elle peut faire des dégâts assez considérables dans la vie des enfants et des familles, donc elle n'est pas à banaliser, mais l'expressivité des troubles, je vous les décrirai tout à l'heure, reste encore fort méconnue. Parce qu'on s'imagine qu'un enfant harcelé, ça va se voir, il va se plaindre, Pour qu'un enfant harcelé commence à se plaindre, il faut bien avoir notion que ça fait des mois qu'il encaisse des choses insupportables. Parce que pour parvenir à se plaindre, il faut être capable déjà de ne pas avoir trop peur de l'autre, ça c'est pas gagné, de ne pas avoir trop honte, ça c'est pas gagné non plus, de ne pas se sentir coupable, alors là c'est perdu d'avance. Donc, et puis de trouver un adulte capable d'être disponible, de le comprendre, de l'écouter, de reconnaître sa souffrance. Donc le parcours est très très long. Diapo suivante. Alors ça c'est juste un rappel. Pour bien voir d'où vient le mot harcèlement. Alors le mot harcèlement, il vient de RCR, torturer, c'est-à-dire cette notion de soumettre intentionnellement, il y a la notion d'intentionnalité, c'est fait exprès. S'il n'y a pas d'intentionnalité, on ne parle pas de harcèlement. Par exemple, il y a des classes dans lesquelles il y a des enfants handicapés qui, du fait de leur handicap, un enfant autiste par exemple, qui peut pousser, bousculer, c'est lié à sa pathologie, on ne va pas dire qu'il est harceleur. Un enfant qui n'a pas ces troubles-là et qui fait les mêmes actes, mais qui est capable de ne pas les faire et qui va les faire pour blesser l'autre, on pourra dire qu'il est harceleur. Donc il y a la notion de durée, ça c'est important, d'intentionnalité, on le fait exprès, et puis de petites choses qui s'accumulent. C'est vraiment ça qui fait la distinction entre des actes qu'on va dire violents, un acte de violence, et du harcèlement. Le harcèlement, c'est des violences répétées, continuelles, qui peuvent être extrêmement douloureuse et difficile. Alors en milieu scolaire, ça peut être un camarade. On verra souvent, c'est une dynamique de groupe, mais il y a toujours un meneur quand on prend le temps d'analyser. Les élèves peuvent être aussi harcelés par les adultes, il ne faut pas être dans le déni. Les adultes peuvent être aussi harcelés, certains par des élèves. Moi j'ai vu ça dans certains lycées, d'enseignants qui ont peur de certains élèves, et des parents d'élèves aussi. Et certaines fois, entre adultes, ils se harcèlent ou l'institution harcèle. Le harcèlement n'a pas de frontières. Diapo suivante. Alors, je passe rapidement, diapo suivante, on va passer à la diapo suivante, sur l'épidémiologie, parce qu'on vous l'a rappelé, dans les études faites par Éric Debardieu, qui est le monsieur harcèlement, qui est un chercheur, clinicien, praticien sur la question du harcèlement, qui a vraiment mobilisé au niveau de l'éducation nationale beaucoup de dispositifs pour qu'on reconnaisse le harcèlement, il évalue à 1 sur 10 sur ce qu'il appelle les enquêtes de victimation, c'est-à-dire demander aux élèves, retour des élèves. Alors 1 sur 10, il faut bien vous dire que c'est le haut de l'iceberg. Il y a tous ceux qui n'ont pas osé dire, tous ceux qui n'osent pas dire, puis tous ceux qui l'encaissent et qui ne vont pas forcément se sentir tellement harcelés ou qui ne voudront pas le dire. Donc probablement qu'on est très en deçà du chiffre, très clairement. Tout milieu, et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un élève qui est harcelé en collège, souvent ça a commencé avant. Il y a des traces, c'est très important de voir ce qui s'est passé en primaire, et certaines fois, dès la maternelle, il y a du harcèlement, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment apprendre à intervenir tôt, sans banaliser, parce que petit harceleur peut devenir grand, c'est-à-dire si le gamin de 4 ans qui tacle le copain, qui lui arrache les habits, qui agit des actes extrêmement violents, on banalise, en disant aux enfants, maintenant vous êtes grands, vous n'êtes plus à la crèche, hop,
ces élèves-là vont être renforcés dans l'idée qu'ils peuvent agir des actes très violents et que ça peut être l'école peut devenir une zone de non-droit. Donc c'est important d'intervenir très très tôt. Alors, il y a cette notion de violence, de ce rapport de force, il y a cette notion de fréquence, d'intentionnalité, et puis aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, d'isoler la victime. Donc bien évidemment, une victime isolée, elle ne va déjà pas se plaindre, et puis après, pour objectiver, vous pouvez toujours courir, elle ne pourra rien objectiver puisque c'est fait dans le huis clos. C'est ça qui est très compliqué, d'objectiver le harcèlement, parce qu'il n'y a pas de preuves. On verra souvent, il n'y a pas de preuves, ou les preuves se retournent contre la victime. Diapo suivante. Alors ça, c'est un énoncé pour vous permettre de comprendre toute la complexité du harcèlement. Le harcèlement se manifeste toujours par de la violence psychologique, qui peut être associée à la violence physique, sexuelle, matérielle, mais toujours psychologique, en permanence. Ça va être des choses qui visent à atteindre l'autre, à le blesser. Alors on a souvent tendance à dire, oui, c'est celui qui est petit, qui est gros, qui est comme ci, qui est comme ça. La différence physique va être support au harcèlement. C'est souvent la différence. La différence, c'est-à-dire le groupe ressent l'autre comme différent. Mais l'autre peut être ressenti comme différent, par exemple, parce qu'il est bon, parce qu'il est brillant. Beaucoup d'enfants brillants se trouvent harcelés, parce que du fait de leur réussite scolaire, ils représentent un danger pour certains élèves, un danger dans la symbolique, de ne pas être aussi bon qu'eux, et du coup, il faut le détruire. Du coup, il faut l'atteindre. Un nouveau qui arrive peut représenter un danger dans un équilibre de groupe-classe. Donc, au lieu de l'accueillir, on va le harceler. Donc, ce sont ces choses-là. Et vous vous rendez bien compte que un groupe, quand il se sent en danger, insécure, il va souvent vers les extrêmes. Je ne ferai pas de politique, mais on voit bien que ça marche aussi au niveau national. Quand les gens se sentent insécures, insécurisés, on vit dans une société, c'est pas les bisounours, inévitablement, les gens ne réfléchissent plus forcément, vont vers des extrêmes, qui vont penser à leur place, qui vont agir à leur place. Et dans le harcèlement, c'est vraiment ça, qu'on a à petite échelle, des enfants qui sont en souffrance, qui se sentent à ce moment-là pas bien, pour différentes raisons, et l'autre représente un danger, donc je vais l'attaquer, parce qu'il représente un danger. Un enfant qui va bien, un adulte qui va bien, il n'a pas besoin de harceler. Majoritairement, il n'a pas besoin de harceler. Les choses se passent bien. Quand on devient agressif, violent, c'est qu'on se sent en danger, c'est qu'on a besoin d'être rassuré sur soi et sur le monde extérieur. Donc, les violences psychologiques, donc ça, il y a toutes les descriptifs, elles sont multiples. Alors, c'est difficile à objectiver. Il m'a traité. Aller prouver qu'il a traité, c'est pas simple. Il a menacé ma mère, ma sœur, mon frère. Les pères ne sont pas trop menacés, mais il m'a insulté. Moi, je n'ai rien dit. Alors ça, c'est la force du cyberharcèlement, c'est qu'il y a des traces maintenant. Avant, on n'avait pas ça. Mais ils sont capables de se traiter de noms atroces, de se faire des menaces de mort, de choses absolument épouvantables. Et vous allez avoir des jeunes qui vont dire « Bah oui, bah non, c'est pas une menace de mort, ça, c'était juste pour rire. Elle n'a pas d'humour. » Vous voyez le niveau de difficulté pour se mettre au niveau de l'autre et de la souffrance que peuvent faire mes mots, ce à quoi peuvent conduire mes actes. Alors, la violence physique, elle est rare dans le harcèlement. Elle est rare, mais elle est souvent insigneuse. Ça va être un croche-pied. Je te pousse dans le couloir, je te tape la tête. Pas vraiment de traces visibles. Alors, certaines fois, ça peut dégénérer par des griffures, des morsures, mais ça, c'est rare, par des coups de pied. On en arrive souvent à des choses beaucoup plus lourdes. Mais les violences physiques sont souvent des micro-violences. On pousse dans l'escalier. Et l'élève tombe. Ah, il y a du vent dans le couloir, il est tombé tout seul, vous voyez. Donc après, c'est difficile d'objectiver qu'il a été frappé, qu'il a été poussé. S'il n'y a pas de témoin, ça sera compliqué. Quand il y a un témoin, les témoins ont souvent peur d'être harcelés, donc là, c'est clair que le harcelé, il sera souvent tout seul, parce que les copains n'ont qu'une trouille, c'est d'être harcelés à leur tour. Les violences sexuelles, ça, il ne faut pas les dénier, elles existent. Elles existent fin de primaire, collège, beaucoup au moment où la puberté transforme les corps. Alors là, les filles et les garçons ne seront pas égalité. Les filles, ça commence avant, les garçons après. Donc c'est impressionnant pour des petits garçons de voir des copines se transformer comme ça en quelques mois. Et ça peut conduire, parce que c'est impressionnant, voire anxiogène, à des mots, des propos déplacés, des gestes déplacés. Donc beaucoup de jeunes filles se plaignent de propos sexistes, pornographiques, beaucoup d'adolescents aussi s'en plaignent, avec des attaques certaines fois sur des propos homophobes, sur la sexualité, la façon de s'habiller, etc. Et ça blesse véritablement. Diapo suivante.
Alors, un élément qui apparaît pas, mais je pense qu'il y a eu un switch de diapo, une violence matérielle, et ça c'est pour les parents très important, parce que c'est souvent un point d'ancrage à voir que votre enfant est harcelé. Il y a quasiment systématiquement attaque du matériel scolaire. C'est-à-dire la trousse est lacérée, le cartable est dans l'eau, le cahier de correspondance 4 fois dans les temps. Alors le gamin, vous imaginez, il s'est fait harceler, son cahier est trempé et il se fait houspiller à la maison et puis au collège aussi parce que quand même tu pourrais prendre soin de tes affaires. Mais il ne vous dira pas je suis harcelé. Il va être puni et il va encaisser sa punition. Sauf que si c'est 2, 3, 4 fois, il n'est pas que maladroit. Il faut aussi s'interroger quand il y a des attaques du matériel scolaire. C'est pas forcément qu'un étourdi qui a oublié ses affaires, c'est pas forcément qu'un enfant mal attentionné qui prend pas soin de son cartable, de son matériel scolaire. Ça peut être aussi du harcèlement. Et vous voyez la différence avec le racket. Le racket, je vais voler quelque chose pour me l'approprier, pour moi, pour le revendre, pour faire quelque chose. Le harcèlement, je m'approprie, je détruis. C'est pour le plaisir de nuire à l'autre, c'est pour le plaisir de le blesser. Donc les vêtements lacérés, arrachés, de l'encre lancée sur les vêtements, de la colle sur les pantalons, ça c'est des choses très fréquentes, mais souvent banalisées parce que les parents n'envisagent pas, c'est insupportable de se dire que son enfant est harcelé. Donc on va souvent banaliser et pas forcément comprendre la gravité de ce qu'il y a derrière. Donc c'est souvent un point important quand on voit du matériel abîmé, des affaires abîmées, de se demander si cet enfant n'est pas victime de harcèlement. En milieu scolaire, la difficulté c'est que on n'a pas forcément de traces tout de suite. Souvent, ça va décompenser dans le temps, c'est-à-dire qu'un enfant a pu être harcelé en septembre, ça a pu se calmer, et puis ça reprend, mais moins grave, sauf que lui, il est épuisé psychiquement. Et là, il va décompenser. Souvent, avec des troubles anxieux, il ne va plus oser aller en cours, il va se mettre en retrait, ça va être très compliqué. Donc, l'expressivité des troubles, elle n'est pas linéaire. Autrement dit, un enfant qui est harcelé, souvent, les premiers temps, il encaisse. Donc, vous voyez, s'il a des réserves psychiques, il va encaisser plus longtemps qu'un autre. S'il est déjà nu parce qu'il a vécu des choses compliquées, il ne va pas tenir longtemps. Et ça perturbe beaucoup les responsables institutionnels qui ne comprennent pas que depuis des mois, il n'est rien dit. Donc ils vont lui dire « mais pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt ?» Qui ne comprennent pas que pendant des mois, soi-disant le harceleur, il a été à ton goûter d'anniversaire, tu m'as dit que c'était ton ami. Parce qu'on a aussi des liens comme ça, des fois assez complexe, du harceleur qui va essayer de capter l'amitié de son bouc émissaire, qui se trouve piégé dans une confusion relationnelle, qui fait qu'il a du mal après à avancer, il a du mal à se dégager de ça. Donc c'est toute la difficulté de penser la temporalité et de ne pas hésiter à dire à un enfant, votre enfant ou votre élève, est-ce que tu pourrais me dire depuis quand pour toi ça a commencé, depuis quand ça dure ? Et certaines fois, vous allez avoir un décalage très fort. Vous pensiez que c'était depuis une semaine et lui, il va vous dire depuis 6 mois. Et là, c'est insupportable parce que pendant 6 mois, on n'a rien vu. Ça, on n'aime pas. Quand on est parent ou prof, on n'aime pas de ne pas avoir vu. C'est pas facile à vivre. Donc, du coup, on se dit c'est pas possible. Donc, on risque d'être dans le déni. C'est-à-dire que les enfants harcelés, les enfants victimes de violences en milieu scolaire, très souvent vont engendrer des réactions de contre-défense négatives des adultes censés les protéger. Autrement dit, au bout d'un moment, voilà, ça va, c'est bon, quoi. Maintenant, tu apprends, tu bouges, les parents viennent. Écoutez, qu'est-ce qui se passe chez vous quand même ? Faudrait voir à la maison. Il se passe quoi en ce moment ? Ah, vous vous êtes séparés, c'est ça. La normalité actuellement, c'est d'être séparés. C'est juste pour les stats. Ça rassure toujours les gens quand on dit qu'on est en couple, mais c'est pas du tout la norme en France actuellement. Donc, dès qu'il y a un petit truc, tout de suite, ça va pas, bien évidemment. Mais c'est pas si simple le harcèlement. Un enfant harcelé, il y a à la fois des enjeux de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe à l'école, de ce qui se passe sur le temps de trajet. Tout ça, ça s'intrique. Et l'enfant, il a besoin qu'on essaye de co-construire ensemble une prise en charge sans se renvoyer des responsabilités, sinon c'est extrêmement compliqué. Les lieux du harcèlement en milieu scolaire. Dans la salle de cours, et ça c'est souvent méconnu, dans la salle de cours, il se passe des choses extraordinairement traumatogènes pour les enfants. Le harcelé, souvent, il va être isolé. Personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Il essaye de se mettre devant pour être protégé. Rarement tout au fond au niveau du radiateur, mais devant. Mais de toute façon, vous allez vite le repérer, il n'y a personne autour de lui. Quand il lève la main, il y a des réactions de camarades. Dès que vous avez le dos, il y a de l'agitation. Et puis s'il n'a pas de chance, on est en train de lui tirer son manteau, lui lancer des choses sur lui, lui cracher dessus, le menacer, s'il répond.
Il essaye de se défendre et à ce moment-là, le prof se retourne et qui c'est qui prend? C'est lui, parce que c'est lui qui a fait du bruit à ce moment-là. Donc la salle de classe est un endroit où il y a beaucoup de harcèlement et les harceleurs disent à quel point c'est une zone de grande liberté pour eux. Je cite, les profs s'en foutent. Les profs ne voient rien, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est leur ressenti. Du côté des enseignants, de bonne foi, je n'ai pas vu, je n'ai pas réalisé, oui, c'était des petites choses. Parce que ce sont souvent des petites choses qui, accumulées, vont user l'enfant. Donc le prof, il fait son cours, voilà, des petites remarques, des choses un peu pénibles, il recadre quand il recadre, et puis ça passe à un cours suivant. C'est pas majeur, il est certain que si en plein cours, un élève se levait et essayait d'étrangler l'autre, je suppose qu'il interviendrait. Là, c'est des petites choses. Alors, si évidemment on dit qu'il faut intervenir à chaque fois qu'il y a un mot, ça devient compliqué. Mais c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est la goutte d'eau, la goutte d'eau, la goutte d'eau, puis à un moment, c'est la goutte de trop. Donc, le lieu de classe, les couloirs, la cantine et les attaques des repas. Les enfants harcelés, souvent quand ils mangent à la cantine, c'est l'enfer. Parce qu'on va leur verser la salière sur leur plateau, on va leur mettre leur verre d'eau dans leur purée. Donc, ils ont des stratégies pour passer les premiers, passer les derniers, se mettre en retrait. Et très souvent, ils ne mangent pas ou ils se retrouvent à jeun parce que leur plateau a été attaqué. Donc là, ce n'est pas le lieu des enseignants, mais c'est un lieu où il y a des surveillants. Alors des fois, en primaire, en secondaire, c'est d'autres enjeux au niveau de la responsabilité des institutions, mais c'est très important que ces gens-là soient aussi formés à être attentifs à ce qui se passe. Celui qui va se faire massacrer son repas, vous voyez, ce n'est pas du racket, je prends, je mange, il te massacre ton dessert, ton repas. Tous les lieux annexes, alors les toilettes aussi sont des lieux de harcèlement majeur, sexuel en particulier, mais aussi physique, financier, extrêmement fort. Ce qui fait que souvent dans les établissements, il y a des choses toutes simples d'ergonomie, d'éclairage qui peuvent limiter aussi ces contextes de harcèlement en évitant des endroits où on ne voit pas, où il n'y a pas de surveillance, où il y a des choses comme ça. On va souvent reconnaître un élève harcelé parce qu'il va avoir des stratégies d'évitement du groupe. C'est le dernier à sortir de classe. Il est toujours à la traîne à demander un truc au prof. Il a toujours besoin d'aller au CDI, toujours besoin d'aller... Voilà, il colle les profs tant qu'il peut. Et si l'enseignant ne comprend pas ce que ça signifie, au bout d'un moment, c'est gratifiant, puis au bout d'un moment, c'est un peu pénible, quoi. Mais il adopte des stratégies pour ne pas être dans le groupe. Il adopte des stratégies pour éviter le temps de trajet. Alors ça aussi, pour les parents, c'est un élément, souvent un indicateur du harcèlement à l'école. Un enfant qui est en souffrance à l'école, par exemple, pour les apprentissages, parce qu'il n'arrive pas à apprendre, parce qu'il n'a pas de bonnes notes, parce que, je ne veux pas être trop polémique, mais à l'éducation nationale, on a considéré que la valeur d'un enfant, c'était les résultats scolaires. Ce n'est pas de bons résultats, vous ne valez rien. La valeur d'un enfant, ce n'est pas que ses notes. Un enfant, il a d'autres valeurs, d'autres qualités. Mais comme le fonctionnement de la logique institutionnelle scolaire est celui-là, l'enfant qui n'a pas de bonnes notes, il va apprendre que, alors si en plus ça commence tôt, vous imaginez, il arrive au collège, c'est une cocotte minute. En plus, il doit être assis pendant 7 heures dans la journée à apprendre qu'il est nul et qu'il n'y arrivera pas. Donc ça, ce n'est pas forcément simple à gérer. Donc cette agressivité, des fois, il faut la sortir. Mais très souvent, ces enfants-là, ils viennent. Il y a des profs qui aimeraient bien qu'ils ne viennent pas, qu'ils décrochent. Mais ils viennent. Ils font du présentiel. Parce qu'ils ont les copains. Les copains. Ils ont cette qualité-là de créer du lien. Et c'est une qualité très importante qu'on devrait d'ailleurs valoriser. Il devrait y avoir une note de qualité relationnelle aussi à créer du lien, ou de qualité à animer une classe, ça ferait remonter certaines moyennes. Mais l'enfant harcelé, il n'a pas d'amis. Quand il est absent, pas de téléphone. Personne ne peut le joindre. À la maison, vous lui demandez, mais t'as pas les téléphones des copains? Rien. Il n'est jamais invité, rien. Et le temps de trajet, il a des stratégies pour que vous l'accompagniez jusque devant la grille. Un adolescent qui n'a pas ces difficultés-là, arrive à un moment donné, l'adolescence, c'est du jour au lendemain. Avant, vous étiez son héros, puis du jour au lendemain, vous êtes son zéro, il n'y a plus personne. Ça switch très vite. Hein. Après, ça revient. On ne sait pas quand, mais ça revient. Vous êtes à nouveau valorisé. Mais il y a un passage un peu rude. Donc le passage collège, normalement, vous devez attendre au coin de la rue. C'est sympa, ça lui évite le bus, mais surtout, mais pas la honte, m'attends pas devant la grille du collège. Surtout. Le soir, c'est pareil. Surtout, il ne faut pas venir, vous allez lui mettre la honte. Mais un enfant harcelé, il va attendre que ça sonne, il va vous supplier, traîner dans la voiture pour ne pas sortir avant. Ça aussi, c'est une stratégie. Pensez pas que votre enfant, à ce moment-là, fait sa comédie. S'il a des stratégies pour éviter ces temps de groupe, c'est aussi un indice pour les parents, pour les professeurs, de savoir comment ça se passe. Et c'est une question qui peut être posée par un principal. Comment ça se passe le trajet ? Comment tu t'organises ? Parce que beaucoup d'attaques ont lieu sur le temps de trajet, d'affaires volées, déchirées, abîmées. Diapo suivante.
Alors ça, on va passer, ça fait partie des pratiques dangereuses que l'on va voir dans des contextes de harcèlement où certains enfants sont contraints, j'en parlerai après, de faire certaines pratiques avec d'autres. Alors, ce qu'on appelle les TIC, avant on appelait ça les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça n'a rien de nouveau pour les enfants, donc on a fini par avancer, on dit c'est plus les NTIC, c'est les TIC, tout court. Technologie de l'information et de la communication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le changement de paradigme dans la relation à l'autre. Et puis cette difficulté aussi, ça c'est Tisseron qui l'a beaucoup expliqué, que la génération actuelle en connaît plus sur la génération précédente. Donc ça a inversé véritablement le mode de communication. D'ailleurs, souvent les enfants, les ados, c'est eux qui vont gérer les ordinateurs des parents, les téléphones, etc. Alors le parent, il se rassure, il dit, bon, il a un Facebook. Alors si le parent transgresse, Facebook, c'est quel âge l'autorisation Facebook pour les enfants? 13 ans. Alors, quand vous avez des parents qui vous disent « Non, je lui ai ouvert un Facebook, il a que 11 ans. » Oui, mais justement, on a triché sur la date. Et la transgression, elle peut commencer à ce niveau-là, c'est 13 ans. Et normalement, vous déclarez avoir 13 ans, sauf si vous trichez sur votre date, mais à un moment donné, ça devient compliqué. Mais vous avez des parents qui, très rassurés, disent « Mais non, il n'y a pas de problème, moi j'ai le contrôle parental. » Là-dessus, il n'y a plus de contrôle parental. Hein. Les iPhones, smartphones, on ne peut plus faire de logiciels pour bloquer les images, tout ça. Donc, vous avez intérêt à les avoir éduqués avant, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis au niveau des Facebook, ils en ont un pour communiquer avec vous. Je voudrais stresser personne, mais ils en ont moins 4 ou 5 autres. Hein? Donc ça ne sert à rien de faire semblant d'être l'ami de votre enfant pour aller sur ton Facebook. Il en a probablement d'autres. Hein? Diapo suivante. Donc ça a changé le cyberharcèlement, parce que avant, un enfant harcelé, quand il rentrait à la maison, il était tranquille. Il était tranquille, hein, c'est comme un poison, cette violence-là. Mais il n'était plus harcelé. Maintenant, quand il rentre à la maison, ça continue. Ça continue des fois sans qu'il le sache. Il va le découvrir. Ça continue dans son dos et ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est d'une violence extrême parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Pendant les vacances, pendant les week-ends, pendant la nuit, etc. Il y a une étude qui a été faite, qui est sortie là récemment, où 40% des collégiens disent se connecter au-delà de minuit. C'est énorme, 40% au-delà de minuit. Ils sont censés dormir quand même. Hein. Normalement, un ado, il faut dormir 8 à 9 heures par jour. Donc on voit, c'est compliqué. Alors, le profil des enfants harceleurs. Je ne vais pas diaboliser les harceleurs, tout simplement parce que dans la recherche, on voit que souvent, les enfants vont passer d'un profil à l'autre. Et certaines fois, ils sont harcelés à l'école, mais ils harcèlent à la maison. Donc, c'est très complexe et ce n'est pas en diabolisant, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'on voit au niveau du profil, certaines fois des enfants qui agissent tout seuls, qui agissent avec un véritable plaisir sadique, avec des troubles qu'on appellerait psychopathiques, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas du tout intégré la loi, l'interdit, qui font ce qu'ils veulent, qui n'ont aucune sensibilité, puis aucune... voilà, vous pouvez fixer la loi, les interdits, etc. Ils s'en moquent royalement, ils continuent de faire comme ils veulent et ils vont jouir du plaisir de blesser l'autre. C'est rare, il y en a quand même quelques-uns et c'est les plus dangereux, entre guillemets, parce que eux, ils ont cette capacité à entraîner les autres. Donc quand on les repère, il faut vraiment pour eux privilégier quelque chose de très individuel. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à titre individuel, dans ce qu'ils vivent, alors on a des enfants qui vivent des violences et qui les agissent, à la maison, à l'extérieur, et qui vont les agir. On a des anciens enfants qui ont été victimes et qui vont, par plaisir sadique, harceler les autres, mais très souvent des enfants qui ont été blessés personnellement, dans l'environnement familial ou extérieur, et qui du coup n'ont pas eu cette capacité à développer une attention à l'autre suffisante et qui vont agir sans du tout d'élaboration la violence sur les autres. On a ensuite des harceleurs, on va dire les suiveurs, c'est la grande majorité. Il y a le leader, et si je ne fais pas comme lui, bah voilà, je vais être mis de côté. Donc on va harceler, on va frapper, on va taper, on va insulter pour faire comme les autres. Et d'ailleurs, quand on leur demande, bah comme les autres, quoi. Ils n'ont pas de fond méchant, ils n'ont pas de fond psychopathique. Eux, quand on leur parle des conséquences, ils sont très attentifs à ça. Et on voit souvent, ça va passer. Hein. Donc avec eux, on peut travailler d'une certaine façon, on peut travailler avec un groupe d'enfants qui a ce type de comportement en leur permettant d'apprendre à mettre des mots sur des émotions. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait, on a développé ça aussi avec Debardieu,
on s'est rendu compte dans les ateliers qu'on fait de prévention du harcèlement que beaucoup d'enfants harceleurs n'arrivent pas à mettre des émotions. C'est-à-dire, on leur demande de mimer des émotions. Le plaisir, la peur, l'incrédulité, la méfiance. Ils ne savent pas, avec le visage. Alors, ce n'est pas simple, mais ils ne savent pas. Et quand on leur donne des photos représentant des émotions, ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Donc, vous voyez l'impasse là qui est compliquée. C'est d'arriver à mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que ressent l'autre. Si je n'arrive pas à mettre les mots, c'est le passage à l'acte qui va primer. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur toute cette rééducation et éducation sensorielle, émotionnelle qu'on ne leur a pas transmise dans leur prime enfance parce que les parents n'ont pas été disponibles psychiquement à ce moment-là. Et donc la troisième catégorie, ce sont des enfants tout à fait particuliers qui, eux, sont encore harcelés, harceleurs. Donc eux, c'est un symptôme. Ils vont répéter, comme dans des jeux dangereux, des jeux traumatiques, une violence subie, ils vont l'agir, comme un symptôme. Et en fait, souvent, c'est l'élève harcelé qui, à un moment donné, lui renvoie quelque chose. Il y a ce qu'on appelle une reviviscence, c'est-à-dire l'enfant dit quelque chose qui va me réactiver dans ma mémoire traumatique des événements douloureux, et je ne vais pas pouvoir m'empêcher de lui faire du mal. Et ils nous le disent, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Quelque chose qui est complètement compulsif, incontrôlable. Eux, c'est une vraie blessure traumatique passée, des enfants qui ont souvent subi un harcèlement très lourd, très, très conséquent, et bien évidemment, vous voyez qu'on ne va pas les prendre en charge pareil que les trois autres. Et ça vous permet de comprendre que le répressif, la sanction, peut être importante pour rappeler un cadre, mais dans ces cas-là, si on envisage le passage à l'acte du harcèlement comme un passage à l'acte d'élève en souffrance, qui peut témoigner d'une vraie blessure psychique, le répressif ne fera pas tout, bien évidemment. Il faut aussi prendre en compte cette dimension, on verra comment on peut faire. Diapo suivante. Alors les victimes, quand on a parlé des harceleurs, il y a des victimes, parce qu'un harceleur tout seul, il peut s'auto-harceler, mais ça peut exister, s'auto-agresser, mais on ne parle plus de harcèlement. Les victimes, c'est très variable. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que souvent, à ce moment-là de leur vie, à ce moment-là, ça peut être cette semaine-là, ça peut être, ils vont être une proie. Ils vont laisser les autres comprendre qu'ils peuvent être blessés. Autrement dit, c'est un peu comme un aimant. Vous avez un élève harceleur qui cherche, un peu comme un prédateur, une proie, sans forcément chercher. Il va tomber sur un enfant vulnérable, il fait une remarque, il dit quelque chose. S'il n'a pas de prise, il change de proie, il va voir ailleurs. Mais si cet enfant-là, à ce moment-là, lui montre instinctivement, réagit en montrant qu'il est blessé, en pleurant, en réagissant, en montrant que l'autre a de l'importance dans ce qu'il fait, il est mort. Ça va être compliqué, parce que du coup, il devient une proie. L'autre a réagi, donc comme un pitbull, je m'accroche, parce que du coup, je vais avoir comme ça la possibilité de le blesser. C'est une proie idéale. Et c'est ça qui est très très compliqué, parce qu'une fois que ça a commencé, pour s'en dégager, ça devient de plus en plus compliqué, surtout que vous devenez la proie majeure de tout le monde. Alors, c'est important ici de rappeler, j'ai commencé en vous parlant de la dynamique des groupes. Dans tout groupe, dans toute culture, depuis toujours, il y a ce qu'on appelle la logique du bouc émissaire. Ça a toujours existé, la mythologie en parlait, mais on l'a dans tous les groupes. Alors, en psy, on appelle ça le mauvais objet. Un terme que vous pouvez utiliser, c'est le paratonnerre. Enfin, ça, c'est météo, donc chacun trouve ses termes. Mais l'idée, c'est ça, c'est quelqu'un qui va cristalliser toute l'agressivité, toutes les angoisses du groupe quand il y a un changement. Et vous avez des gens qui sont des très bons boucs émissaires. Ils l'ont été dans leur famille, dans leur enfance, ils le sont dans leur couple, ils sont au boulot. Ça, on a des pros de ces statuts-là. Souvent des personnes qui ont comme ça été très victimisées, qui ont été toujours, qui ont grandi avec l'idée que c'était de leur faute de tout. D'ailleurs, c'est des gens qui s'excusent tout le temps. Excusez-moi, même quand il fait pas beau, c'est de leur faute, excusez-moi, ils le prennent toujours sur eux. Et du coup, c'est facile parce qu'ils se projettent comme ça devient des victimes, des proies faciles. Donc on a, c'est pour ça que c'est important d'intervenir tôt pour pas que la personnalité se construise avec ces ressentis-là. On va avoir dans la dynamique harcelé-harceleur de groupe, inévitablement cette fonction du bouc émissaire, de la victime expiatoire, de ce paratonnerre qui va intervenir. Mais quand un groupe fonctionne bien, c'est les uns après les autres. Ça ne se fige pas, ça ne se cristallise pas, ça ne dure pas. Quand un groupe est figé parce que justement il est très insécure, un unique enfant, on a pareil dans les groupes de profs, pareil.
Dans les institutions, c'est pareil. Dans les cabinets ministériels, pareil. Il y a le mauvais objet et lui, il va tout cristalliser. Et ça peut devenir extrêmement compliqué. Ça, c'est important de le comprendre parce que on a certaines fois tendance à dire, bon, il est harcelé, il n'a qu'à changer d'établissement. C'est pas si simple. Si ce n'est pas la volonté de l'enfant, il va le vivre comme une sanction, ça ne va pas être évident. Mais ce n'est pas en déplaçant le problème que vous allez gérer. Il y aura d'autres enfants harcelés. Il faut comprendre pourquoi il y a du harcèlement, pourquoi il y a une violence à ce point-là, que le groupe n'arrive plus à se réguler, qu'il ait besoin de sacrifier un des siens pour aller mieux. Parce que vous déplacerez et ça va recommencer, inévitablement. Donc les victimes, globalement, ça c'est le propre des victimes, elles ne vont pas se plaindre parce qu'elles ont honte. Elles se sentent coupables. Elles ne veulent pas causer de problème à la maison. Si à la maison, il y a des choses compliquées, elles ne veulent pas, ou elles ne font plus confiance aux parents. Alors ça, c'est compliqué pour les parents de l'entendre, mais c'est aussi important de savoir que ça peut s'expliquer. Certaines fois, nos enfants ne nous font plus confiance. Peut-être parce qu'on est passé à côté de quelque chose, on ne s'en est pas rendu compte à ce moment-là, et du coup, dans cette période de l'adolescence, de la préadolescence qui n'est pas simple, il y a une perte de confiance. Alors, si vous êtes un parent normopathe, ça va vous faire sacrément peur. Parce que vous allez vous dire, mais ça y est, j'ai failli dans ma fonction de parent. Je suis un mauvais parent, en plus dans notre société judéo-chrétienne, c'est ma faute, ça marche très bien. Un parent, il ne fait jamais à 100% bien. Hein. Ce n'est pas une machine. Mais un parent qui est protecteur, qui est rassurant, quand il a fait quelque chose à côté, il arrive à le reconnaître auprès de son enfant. J'ai fait ça pour sans bien faire. Quand je t'écoute, je me rends compte que ce n'était pas ce que j'aurais dû faire. Ben écoute, je suis désolée, si c'était à refaire, je ne referais pas pareil. Mais si le parent dit à son enfant, c'est comme ça, c'est à refaire, je referai pareil, vous n'êtes plus un adulte de confiance pour l'enfant. Alors c'est de la haute couture, hein. Des fois c'est compliqué, on passe à côté, à tout moment on peut reprendre ça avec nos enfants, mais il suffit qu'à un moment de fragilité, voilà, ils essaient de nous dire quelque chose et qu'on n'ait pas capté. À l'école, ils sont pénibles. Ah bah oui, bah, ils sont tous pénibles, c'est l'âge, c'est l'adolescence. Bon, bah c'est terminé. Parce qu'il a essayé de vous dire que ça se passait mal, vous avez fait circuler, il n'y a rien à voir. Alors de me dire c'est compliqué, parce que, et ça il me le dit tous les jours. Et essayer de voir, est-ce qu'ils sont pénibles tout le temps, est-ce qu'il y a eu un événement particulier, ne pas banaliser. Et de dire à un enfant, c'est important ce que tu me dis, est-ce que tu pourrais m'expliquer davantage? Parce que des copains c'est pénible, mais normalement c'est pas pénible tout le temps. Donc ça, ce sont des choses à savoir. Et la grande difficulté aussi pour les enfants, c'est qu'ils ne sont pas soutenus très peu. Des fois, il y a un soutien d'un regard, il y a un geste d'un camarade, mais souvent, les autres, ils ont la trouille. Donc, ils ne vont pas soutenir parce qu'ils n'ont qu'une trouille, c'est d'être harcelés à leur tour. Donc ça, c'est le ventre mou, là, des suiveurs qui va être compliqué à gérer. Diapo suivante. On va passer, ça, c'est les témoins qui, des fois, sont passifs et qui, des fois, vont être vraiment beaucoup plus actifs. On va passer, ça, j'en ai parlé. Le harcèlement, c'est un vrai processus, hein, ce n'est pas qu'un événement, c'est un processus qui va faire des blessures, souvent majeures, à la fois au niveau de l'estime de soi, parce qu'un enfant qui est agressé au quotidien, il passe 5-6 heures dans un établissement scolaire, c'est extrêmement violent. Ça l'attaque vraiment personnellement. C'est très compliqué au niveau de la violence psychologique. Donc on va voir des enfants développer, des fois pas tout de suite, des fois dans le temps, des angoisses, qu'on appelle des troubles post-traumatiques, parce que les menaces, les coups, les menaces de coups, tout d'un coup, il va les réentendre. On va nommer par exemple le nom du collège, il est pendant les vacances, et tout d'un coup, il va se retrouver projeté dans la cour où il avait été agressé un mois plus tôt. Et ça va le mettre dans tous ses états. Donc les troubles post-traumatiques sont très envahissants. Ils peuvent s'exprimer tout de suite, ils peuvent s'exprimer durablement. Alors, pour un dernier exemple, un exemple récent d'une jeune professeure qui vient l'année dernière, qui a eu son CAPES et qui a été nommée dans un collège, c'était le rêve de sa vie. Elle n'a jamais pu passer les portes du collège. Parce qu'au moment où elle est passée devant les portes de ce collège, elle n'a pas fait exprès, il y a eu tout son passé d'enfant harcelé qui est remonté. Et elle était dans un état de panique totale, et c'était plus une prof de 25-26 ans, c'était une petite gamine de 12 ans qui a totalement décompensé. Donc elle a été prise en charge, etc. Bon, je ne sais pas du tout si elle pourra enseigner en collège, mais vous voyez, c'est longtemps après. Et elle dit, j'ai pas eu de problème après, quoi. J'étais au lycée, j'étais brillante, j'ai mis de côté. Des fois, on met de côté, c'est super efficient, puis des fois, ça va remonter à la surface sans qu'on ait trop voulu. On ne veut jamais d'ailleurs que ça remonte, mais ça peut remonter, ça peut faire extrêmement mal. Et ça va faire extrêmement mal quand ça remonte dans le temps, qu'on essaye d'en parler et que là, on vous dit, non mais attends, là, tu es à la fac, ça s'est passé, tu étais en primaire, comme ça fait 10 ans, quoi. Faut que tu as avancé, quoi. Le trauma, il n'a pas d'âge.
quand on a vécu un traumatisme, c'est un temps hors temps. C'est une blessure qui n'a pas d'âge. Donc les gens, ils vous en parlent comme si c'était hier. Et il n'y a pas pire violence que le déni, de banaliser en disant « Attends, ça fait des années, maintenant il faut passer à autre chose ». La souffrance psychique liée à un traumatisme, elle est toujours d'actualité, ça c'est important de l'avoir en tête. Il y a des violences qui peuvent se manifester au niveau auto-agressif, ça c'est un vrai problème. Des conduites auto-agressives, des tentatives de suicide, des suicides. La France est en passe de devenir le premier pays européen de tentatives de suicide et de suicide chez les moins de 10 ans. Et ça a totalement changé, on n'avait pas ça il y a 5 ans. Donc nos jeunes, très jeunes, alors c'est pas l'adolescence, hein. Ils n'ont pas un poil nulle part, hein. C'est pas l'adolescence et la poussée pubertaire qui fait qu'ils sont en souffrance, etc. C'est vraiment autre chose et on fait l'hypothèse que c'est cette question de souffrance des liens, d'enfants qui sont insécures, qui n'en peuvent plus et qui se donnent la mort. Et ça, c'est très problématique. Et dans certains cas, alors il y a eu des cas très médiatisés, de harcèlement. Un passage à l'acte suicidaire, il est toujours pluricontextuel. Mais on se rend bien compte qu'un des facteurs protecteurs, c'est la ressource amicale, le groupe des pairs, PAIRS. Donc s'il n'y a pas de copains, et si en plus ces copains-là, ils vous attaquent et vous vivez des choses compliquées, le passage à l'acte peut être encore plus facile, plus rapide. Des troubles psychosomatiques, alors les collègues infirmières le savent bien, des maux de tête, des céphalées, les parents d'élèves au moment d'aller à l'école. Maux de ventre, maux de tête. Alors la phobie scolaire, ça c'est un mot à la mode, un mot tiroir. Les troubles anxieux scolaires, on dit. Dans les troubles anxieux scolaires, on a plein de choses différentes. Il y a des gamins qui ont peur d'apprendre. Donc si par exemple on met un SAPAD en place avec un accompagnement pédagogique à l'école, c'est pertinent. Mais si c'est des enfants qui développent des troubles parce qu'ils ont été harcelés, faire l'enseignement scolaire dans le collège, ce n'est pas du tout pertinent, tant qu'on n'a pas réassuré l'enfant. Il faut mieux trouver un autre lieu et bien comprendre pourquoi. Hein. Les troubles anxieux scolaires peuvent être liés aussi à du harcèlement, parce que l'enfant a tellement peur qu'il va somatiser. Les problèmes dermatologiques, les cheveux qui tombent, toutes ces choses bien sympathiques et des véritables crises d'angoisse. Les enfants ne dorment pas, très mal, ou alors ils dorment tout le temps, l'état léthargique. Alors je rappellerai juste que l'adolescence n'est pas qu'une marmotte. C'est pas une maladie non plus. Diapo suivante. C'est une période qui n'est pas forcément simple, mais ils ne sont pas toujours dans un état larvaire. Et ça, je vous le dis parce que souvent les parents, dans les contextes de harcèlement, on leur demande, alors comme il n'y a pas d'indicateur très spécifique, c'est comme ça une accumulation d'éléments, souvent la réponse c'est ben oui, mais ça c'est l'adolescence. Il est irritable, il joue plus, il sort plus, il s'enferme dans sa chambre, il devient addict au jeu parce qu'il est dans l'évitement relationnel et social, il se dispute avec sa sœur tout le temps, il a des maux de ventre, des céphalées, oui mais ça c'est un ado. Les ados c'est pas que ça. Il y a des moments un peu, mais c'est pas que ça. C'est aussi des périodes extraordinaires d'échanges, de convivialité, d'enfants qui changent dans son mode de pensée et c'est aussi important de le rappeler aux parents parce qu'on a des générations de parents actuellement qui se stressent en se disant mon adolescent, il a que 7 ans. Hein. Non, on les met pré-ados à 7 ans maintenant. Pré-ados à 7 ans. Et ils n'ont plus de moment de sérénité, on les projette tout de suite dans le monde adulte et du coup on les angoisse tout de suite. Hein, puis on les préadolescents à 7 ans. À 7 ans, ils sont en phase de latence. Mais c'est vrai que les enfants de 7-10 ans commencent à développer des troubles que développaient les ados avant. Dans les services de pédopsie, on a beaucoup de préados, donc des enfants de 7-10 ans, qui ont des problèmes de conduite alimentaire, des problèmes d'auto-agressivité, scarification, qui font des fugues, qui font des TS. C'était des pathologies auparavant, il y a 10 ans, réservées aux ados, en pleine crise pubertaire. Là, on n'est pas dans la crise pubertaire, encore une fois, ça n'a pas commencé. Mais il se passe quelque chose d'un passage à l'acte et de violence, de harcèlement. Et c'est vrai que le harcèlement, on en a beaucoup moins en lycée, on a du racket, mais le harcèlement en tant que tel, c'est vraiment 6e, 5e, 4e. Et ce qui se passe en 4e a souvent trouvé ses fondations avant et souvent initié en primaire. Les conséquences scolaires. Très souvent, les enfants brillants, ils vont mettre pas toute la gomme, hein, ils vont être en deçà de leur capacité pour ne pas être trop bons, pour ne pas sortir du groupe. Donc, ils vont pas forcément être en échec, mais être vraiment le minimum. Puis certaines fois, ils vont vraiment être en échec parce qu'essayez de vous concentrer en classe, même si vous êtes au premier rang, qu'il faut, derrière vous, éviter d'être visé par les tâches, les machins, les trucs, les tirs de papier, les crachats, les règles qui volent, de faire attention de ne pas vous faire voler votre matériel pendant que le prof aura la tête tournée, d'essayer d'interpeller l'autre sans vous faire choper par le prof, en sortant de faire attention de ne pas prendre un tacle. Vous êtes complètement hyper vigilant
hyper tendu, hyper anxieux, et c'est hyper mal pour apprendre, hein, ça, la concentration. Donc il peut aussi y avoir des répercussions. La diapo suivante. Donc ça, c'est les conséquences physiques et matérielles, je vous en ai parlé. La diapo suivante. Alors qu'est-ce qu'on connaît justement comme facteur de ressources pour les enfants harcelés, mais aussi pour les harceleurs? Quand il y a un environnement protecteur, de reconnaître. Et là, il y a un décalage, certaines fois l'enfant se sent harcelé. En effet, dans la réalité, on ne va pas forcément voir ça. Mais c'est très important de ne pas dénier. Je reconnais dans ce que tu dis que tu te ressens harcelé. De ne pas dire tu ressens mal les choses. Parce qu'il cherche de l'aide, alors si en plus vous lui dites que ce que tu penses c'est pas bon, là c'est bon, vous n'êtes plus du tout aidant. C'est important ce que tu me dis, moi j'ai bien ce que je ressens, ce que je me dis c'est que j'ai vraiment l'impression que ce que tu vis c'est quelque chose de très difficile. D'ailleurs ils ne vont pas dire harceler, ils n'aiment pas utiliser ce terme-là, qui est un terme d'adulte. Embêter, c'est vraiment un terme qu'ils utilisent, embêter. Que tu vis des choses embêtantes, qu'on t'embête au collège, à l'école, et moi en tant que parent, en tant que prof, ça me contrarie, ça me soucie. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Et peut-être que les autres le vivent différemment, peut-être que moi je ne le verrai pas de cette façon-là, parce qu'un enfant qui va subir une insulte, s'il a les ressources, vous voyez, l'insulte elle glisse, ça ne va pas faire trace. Un autre enfant, ça peut l'effondrer complètement. Donc arriver à le restaurer dans un sentiment d'appartenance, lui faire comprendre qu'il n'est pas seul. Il y en a d'autres qui vivent ça. Moi, je suis chef d'établissement, je rencontre souvent des élèves qui vivent des choses comme toi. Ce n'est pas la peine de lui dire qu'ils vivent des choses atroces, horribles, épouvantables. Hein, c'est pas la peine de lui mettre la tête sous l'eau. Qui vivent des choses comme toi. Et pour moi, c'est important d'essayer de comprendre. Est-ce que toi, tu comprends? Essayer de voir si l'enfant peut dire, peut expliquer. Alors, ce n'est pas se justifier. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, à ton avis, pourquoi cet enfant-là, cet élève-là te fait ces choses-là? Certains enfants peuvent en parler, d'autres non. Mais il faut essayer de voir s'il est capable ou pas de mettre des mots, de théoriser, ce qu'ils font souvent hein, pour redonner du sens sur ce qui lui arrive. En tout cas, lui dire qu'il y en a d'autres. Ne pas dénier ce qu'il dit. Par exemple, vous avez vu, vous êtes parent, votre enfant vous dit qu'il est harcelé, vous avez vu le chef d'établissement, les choses sont mises en place, vous croisez les doigts pour que tout fonctionne bien, il revient de l'école. Ça s'est bien passé ta journée aujourd'hui? Alors, maman, ça s'est bien passé ma journée aujourd'hui. Phrase affirmative. Il n'y a pas d'espace pour la discussion. Tu es en train de me dire que ça s'est bien passé. Donc, ça veut dire que tu penses que ça s'est bien passé. En plus, tu as l'air fatiguée, énervée, gna gna gna, je ne vais pas te contrarier. Tu as l'air anxieuse. Donc, comment voulez-vous qu'un enfant à qui on dit cette phrase-là ait les ressources alors qu'il est déjà vulnérable pour dire « Eh ben non, ça s'est mal passé ». Il ne le fera pas. Vous voyez, donc certaines fois, on essaye de communiquer, mais on ne communique pas. J'espère que ta journée s'est bien passée. Dire « je », ça crée l'altérité, ça change déjà la donne. J'espère que ta journée s'est bien passée. Mais le mieux, c'est comment s'est passée ta journée. Oh, alors là, il va falloir discuter. Vous allez passer les 12 minutes, dépasser les 12 minutes. Chrono jour. Hein? Vous voyez bien au travail, on se croit « Salut, tu vas bien ?» Hop, déjà reparti. On n'a même pas le temps de se dire bonjour. Comment vas-tu? Oh, vous prenez le risque que l'autre se pose avec son paquet là. Hein? Donc ça, c'est important de communiquer, de réinscrire l'autre, et c'est ça qu'il va falloir faire, parce que le harcèlement, ça déshumanise. Et vous, il va falloir réhumaniser. Donc réapprenez à dire « je ». J'ai pensé que. Réapprenez à utiliser ce que vous ressentez. En psy, on appelle ça l'empathie métaphorisante. Enfin, c'est un gros mot, mais c'est un mot compliqué, pardon. Mais l'idée, c'est quand on est face à quelqu'un et qu'on essaye d'être empathique, attentif, et qu'en face de nous, on a une énigme, bah, les enfants, c'est du grand classique. Quand ils vont pas bien, ils vont pas venir vous voir, globalement, parce qu'ils veulent pas vous inquiéter, pas apparaître ce qu'ils sont pas, et avoir l'impression après, mais comment papa, maman vont me regarder c'est compliqué de parler à un adulte, de montrer des failles à un adulte. C'est pas si simple, même si oui, mais dans ma famille on parle, il n'y a pas de problème, c'est pas si simple. Donc l'enfant, il ne va pas forcément s'autoriser à vous parler. Donc il faut avoir ces espaces-là avec des formulations comme comment, pas hésiter à dire « je », à réinscrire du « je ». J'ai l'impression, et du grand classique, ta journée s'est bien passée, ouais, ça a été. Il fait une tête pas possible, vous voyez bien que ça ne va pas. Même ment pas, je vois bien que ça ne va pas. Ça ne va pas forcément l'aider, hein, ça risque d'être un peu frontal. Ou alors vous êtes très rassuré, vous voyez bien qu'il ne va pas bien, mais là vous n'avez pas le temps de discuter, donc vous faites de l'évitement et hop, en plus il va aller derrière son PC, comme ça vous êtes tranquille et la soirée démarre.
Si vous voulez être dans une construction bienveillante, ça va être important d'essayer d'aller vers lui et de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez vous. Ah bon, bah, si tu me dis que ça s'est bien passé, tant mieux. Moi, j'avais l'impression que c'était pas forcément très bien, mais tu n'as peut-être pas envie de m'en parler maintenant. En tout cas, si tu veux m'en parler, je suis là. Ça, vous lui laissez la possibilité d'en parler plus tard. Vous lui dites, je ne suis pas dupe, je vois bien que ça ne va pas. Mais vous n'êtes peut-être pas la bonne personne à ce moment-là. Parce que si, ce que disaient les ados, les enfants, c'est qu'à un moment donné, l'adulte s'est rendu compte que ça n'allait pas. Il a posé la question, est-ce que tu es harcelé? C'est extrêmement direct, ça. Mais en même temps, on vous dit, voilà, il y a des campagnes de harcèlement, il faut parler à vos enfants. Sauf qu'on ne nous dit pas comment. Et dans le mode d'emploi, à la naissance, il y a plein de choses qu'on ne nous a pas dit, on n'aura peut-être pas venu, mais on ne sait pas comment parler à nos enfants. On ne nous apprend pas. Alors, on va le faire avec notre cœur, nos tripes. Souvent, on se plante. C'est pas grave, ils nous aiment, on les aime, et on arrive à retricoter tout ça. Puis dans ces situations-là, c'est une énigme parce que l'enfant dit trop rien, on ne sait pas comment faire. Donc n'hésitez pas à parler de vous, j'ai l'impression. Bah, si toi tu me dis que ça va bien, j'ai l'impression que c'est... J'avais pas cette impression-là, mais bon, si ça va bien, tant mieux, mais si jamais ça n'allait pas, proposer d'autres personnes de référence, des liens dans la famille. À un moment donné, ça peut être le père, la mère, un cousin, un ami, un proche, ça peut être aussi les lignes... Au ministère, vous avez tout un site où les élèves peuvent écrire SOS harcèlement. Il y a une ligne téléphonique H24 qui permet aussi d'avoir des contacts. Ça, ils prennent, ils ne sont pas dupes, ils prennent, il faut qu'ils aient les ressources. Mais il faut surtout qu'ils soient rassurés, et c'est ça qui les aidera, qu'ils sont crus, reconnus et pas stigmatisés par ceux qui les aiment. Ça va être extrêmement important de savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Et utiliser ce qu'on ressent comme émotion, ça va être très fort dans le maintien du lien pour essayer de construire quelque chose. Bah, moi, j'ai l'impression, voilà, ton cartable, ça fait 15 fois qu'il vient déchirer, je me demandais juste s'il n'y a pas des camarades qui t'embêtent, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le font. C'est pas t'es harcelé au collège, ça ne marchera pas. Je sais qu'il y a des élèves qui se font embêter. Si vous dites embêter, vous avez des chances de l'accrocher. Mais peut-être pas. En tout cas, plus que si vous dites t'es harcelé, parce que là, il va vous sentir super flippé, il va vouloir vous rassurer, il va dire non, maman, il n'y a pas de problème. C'est comme les campagnes de prévention sur les sites pornographiques. Tu ne regardes pas de films porno, toi? Oh ben non, on va vous dire oui. Hein. Bon, il y en a 80% qu'on voit avant la 6e, mais c'est juste pour vous rassurer. Ah bah oui, parce que ça, c'est... Qui voient, alors pas des films, mais qui ont vu des images pornographiques, ça vous rassure un peu quand même. Pas les films complets. Donc le facteur de survictimisation, c'est les choses qui vont faire que l'enfant a l'impression de ne pas être cru, de ne pas être entendu, t'es un menteur, ou qui va alors être renvoyé responsable de sa propre situation. Et ça, c'est compliqué pour l'institution scolaire. On en parle beaucoup actuellement avec Éric Debardieu. On sort un bouquin ensemble là, en septembre, justement pour protocoliser ça, pour donner des pistes aussi aux professionnels de l'éducation nationale sur comment en parler. Parce qu'on a des fois des initiatives faites avec beaucoup de bonne volonté, de bienveillance, mais au final qui ne sont pas bien traitantes. Par exemple, ce chef d'établissement, qui a en face de lui 2 élèves, qui ont 2 parcours compliqués, des souffrances personnelles, 2 très bons élèves. Alors les parents d'élèves du harceleur qui, pas notre fils, hein. Ça c'est pas possible, hein. Ou pas dans notre établissement. Vous rigolez, ça c'est pour le 9 cube, les régions parisiennes, les banlieues, il n'y a pas ça chez nous. Pas ça dans notre famille, hein. C'est insupportable d'avoir son enfant harcelé, mais c'est aussi insupportable d'avoir son enfant harceleur et d'entendre les autres vous dire bah, qu'est-ce que vous avez fait, vous n'êtes pas capable de l'avoir renforcé pour qu'il arrive à affronter le groupe. Donc ce chef d'établissement qui, pensant bien faire, a demandé à l'élève harcelé de lui faire la liste et de justifier pour le coup tout ce qu'il avait subi. Alors ça, c'est la fameuse question d'objectivation, mais ce n'est pas à l'élève harcelé de le faire, c'est une violence extrême. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce qui se passe? Et c'est à l'adulte de recenser, de le faire avec l'enfant, mais vous ne le mettez pas derrière une copie, c'est extrêmement violent. Et comme ce n'était pas assez objectivable, forcément, tout ça s'est fait en douce. Et le chef d'établissement a dit non, ben, ça je ne peux pas prouver, donc tu n'es pas harcelé, c'est bon. Et bon, par contre, quand même, on va essayer de voir, vous allez tous les 2 être punis avec un travail d'intérêt général pour apprendre à vous aimer. Texto. Et avec un travail, donc ils ont dû nettoyer la cour ensemble. Sauf que le gamin harcelé a fait une TS très grave à la sortie. Le chef d'établissement était tout désemparé en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» Un enfant harcelé, harceleur, vous n'allez pas, vous n'êtes pas magicien, vous n'êtes pas policier, on ne fait pas d'audition, mais ça, là pour essayer de comprendre. On va essayer de voir comment on peut inscrire l'un avec l'autre, mais on ne les force pas déjà. Ça peut être un projet après,
mais certainement pas au forceps. Ils ont besoin d'être pris en charge chacun individuellement, que chacun reconnaisse les effets sur l'autre, essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que l'autre a pu faire ça, décrypter, un temps ensemble. Mais on ne les force pas, hein, ce n'est pas des choses comme ça, et on ne les punit pas. En tout cas, on ne punit pas l'élève harcelé, parce que là, c'est vraiment la double peine. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Hein. Ces enfants qui sont déniés, qui ne sont pas crus, les sanctions, c'est du grand classique. Ils vont se défendre en cours, c'est eux qui prennent la sanction. Ou alors un élève qui était maltraité depuis des années de la maternelle primaire par un grand costaud, qui était vraiment un bourreau de plusieurs enfants. Et le grand costaud, un jour, il tombe dans la cour du collège. Et là, 2 enfants qui étaient vraiment ces boucs émissaires, hein, qui avaient fini à l'hôpital plusieurs fois, ils ont été pris, c'est vraiment une violence agie après des violences subies, ils se sont mis à le taper. Mais à le tabasser, du coup, lui, il sortait avec beaucoup d'hématomes, et bien évidemment, c'est eux qui ont été sanctionnés. Mais c'est toujours à recontextualiser, c'est important. Diapo suivante. Alors, du côté des parents, c'est tous les éléments que je vous ai donnés, hein, de bien savoir que les enfants, si vous n'en ont pas parlé, c'est normal. C'est habituel. Par contre, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, entre autres les affaires, les stratégies d'évitement par rapport à l'école, l'isolement par rapport aux camarades, toutes ces choses-là, des somatisations extrêmement importantes. Alors moi, la recommandation que je fais aux parents, c'est d'inscrire vraiment la dimension du harcèlement sur la blessure psychologique et des fois des conséquences somatiques, parce qu'ils dorment mal, ils ont du mal à se concentrer, etc. C'est de dire aux parents d'aller voir le pédiatre, médecin généraliste. C'est d'ailleurs très important parce que ça va réassurer l'enfant sur son propre corps, faire le lien avec le médecin de l'établissement scolaire, même s'ils sont de moins en moins nombreux, il y a toujours un médecin qui est rattaché. Si par hasard il n'y en avait pas, vous avez un médecin conseiller technique dans votre académie, vous regardez sur Internet, vous le trouverez, ou le psychologue scolaire dans le primaire, ou certaines fois les conseillers d'orientation psychologue, certaines fois au collège, lycée. D'inscrire d'abord ça, avant de se précipiter sur le chef d'établissement, ce qui est souvent le premier réflexe. Parce que l'enfant, il a besoin d'être réassuré, de se sentir protégé, de retrouver des forces un petit peu. Et la sanction précipitation ne va pas toujours régler le problème. Donc on inscrit ça d'abord, et si l'enfant est absent de l'école, ce que je vous recommande vraiment fortement, c'est demander un arrêt de travail. Un enfant a le droit à un arrêt maladie, et un médecin a le droit de faire un arrêt de travail à un enfant, entre autres pour des blessures psychologiques. Et dans certains cas, moi les enfants qui arrivent à l'hôpital, on fait une déclaration, les parents font une déclaration d'accident, comme il ferait s'il avait pris un coup physique. Là, c'est un coup psychique, auprès de leur assurance et auprès de l'école. Ce n'est pas du tout dans les pratiques habituelles, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, justement parce qu'on sait que les troubles s'inscrivent dans le temps. Pourquoi c'est important d'inscrire ça sur la dimension somatique ? Parce que si votre enfant ne peut plus aller en cours, parce qu'il a trop de troubles anxieux, vous n'allez peut-être pas arrêter de travailler pour être à la maison avec lui. Puis ça ne serait pas une bonne chose non plus d'être trop collé. Donc il peut peut-être bénéficier d'un SAPAD, d'un accompagnement pédagogique à domicile ou dans un lieu neutre, par exemple dans un CIO, dans un autre endroit. Mais pour ça, il faut qu'il soit malade. La dimension maladie psychique et une nébuleuse, on met un peu tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que les enfants harcelés, rarement, osent faire cette démarche-là. Il y a une souffrance, une blessure psychique. Donc prendre soin à ce niveau-là, c'est très important aussi, ne serait-ce que pour la suite. Ne jamais signer d'exéa. Dernièrement, un élève de 3e qui était harcelé au mois d'avril, très bon élève, discussion entre le chef d'établissement et les parents, bon, il est déscolarisé jusqu'au brevet, bon, il a eu son brevet sans problème, il n'a pas eu son brevet, pardon, il devait avoir son brevet sans problème, et les parents ne connaissent pas les règles institutionnelles, et le chef d'établissement, qui est responsable des élèves tant qu'ils sont inscrits dans son établissement, a dit aux parents, il faut venir au collège chercher l'exéa, qui est le document quand on n'est plus scolarisé, quand on quitte un établissement scolaire. Ils l'ont pris, et quand il a fallu s'inscrire pour le brevet, le chef d'établissement a dit « il n'est plus inscrit chez moi, pas de brevet ». Ça, c'est quelque chose à savoir. Le chef d'établissement a dit « oui, moi je ne savais pas ». C'est très compliqué dans ces cas-là. Ça peut être facile, même des enfants malades, durablement malades, que le chef d'établissement, sans forcément comprendre les enjeux, demande aux parents, comme le gamin ne vient plus, vous prenez l'exéa, puis ça libère une place, ça peut se comprendre. Mais il faut voir les enjeux derrière. Ça, c'est des choses institutionnelles à savoir. Le médiateur du rectorat est une personne aux ressources très importante,
souvent méconnu, pareil sur Internet, vous verrez, médiateur du rectorat pour toutes les tensions. Ça peut permettre d'apaiser les choses entre les familles, les établissements, les élèves. Et puis en effet, maintenant, on a des référents harcèlement dans les académies. Alors le seul souci, c'est que bien souvent, c'est les médecins conseillers techniques qui sont déjà surchargés de missions et qui ont en plus celle-là, et ce n'est pas forcément simple à gérer, selon les académies, bien évidemment, et selon les difficultés. Donc repérage du côté des parents, diapo suivante. Du côté des professionnels, c'est des enfants, je vais donner un tas d'éléments, qui ne sont pas dans le groupe, qui sont en retrait, qui ont des stratégies d'évitement, qui ont des stratégies de défense par rapport au groupe. Quand ils sont absents, ils n'ont personne à leur nom, personne ne sait rien d'eux, on ne sait rien d'eux. C'est des enfants fantomatiques par rapport aux autres camarades. Personne ne sait rien de ces enfants-là. Alors que les ados, normalement, les enfants, ils tchatchent, ils discutent, on arrive toujours à savoir, là, rien. L'isolement. Souvent, au début, ils vont attirer on essaye de les aider parce qu'on projette, on se dit quand même. Et puis, comme c'est complexe, comme c'est compliqué, quand on n'y arrive pas et que l'enfant continue de se plaindre ou continue de dire qu'il est en difficulté, et à ce moment-là, c'est insupportable d'être mis en situation d'échec ou de difficulté, alors que c'est inévitable. C'est inévitable, sauf qu'on le supporte mal. Du coup, on va avoir une réaction agressive et de rejet. C'est souvent ce qu'on voit. Au début, on est empathique, et puis après, quand on n'y arrive pas, va voir ailleurs. Enfin, oui, ailleurs. Oui, c'est pénible, tu pourrais faire un effort, etc. Donc, on voit bien ça quand il y a du harcèlement au premier trimestre. On sent, au deuxième trimestre, l'équipe prof très soutenante, très aidante. Et si la problématique est telle, parce qu'à la maison, il se passe des choses compliquées, et du coup, dans le groupe classe, on n'a pas réussi à gérer, du coup, troisième trimestre, on voit que ça lâche à tout niveau. Donc, ça nécessiterait, dans la formation, de soutenir aussi les équipes, de leur permettre de comprendre que ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas des situations qui gèrent facilement, ça s'inscrit dans le temps. Ce que vous faites au mois de septembre, vous en verrez peut-être le résultat au mois de mai, juin, de cette année ou dans 2-3 ans. Mais c'est jamais perdu, mais c'est important de le faire. Ce ne sont pas des situations qui se règlent magiquement. Vous imaginez, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps depuis des années. Si vous avez l'illusion, parce que vous faites une réunion dans votre bureau, que tout va être terminé, je ne vais pas vous leurrer, non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, qui peuvent se décanter, mais pas tout. Ça s'inscrit dans le temps. Il peut y avoir d'autres formes, d'autres choses. Sauf qu'à ce moment-là, l'élève harcelé ne va pas oser aller demander de l'aide parce qu'il se dit déjà que j'ai demandé, ça ne marche pas. L'élève harceleur, il est renforcé dans sa violence. Et des deux côtés, les parents d'élèves, ça devient tendu parce qu'ils ne font plus confiance à l'institution. Le repérage du côté des professionnels, ça serait aussi de s'interroger. Quand on a des situations de harcèlement extrêmes, avec une véritable souffrance, de se dire qu'est-ce qui fait que nous, en tant que groupe d'enseignants, que groupe de professionnels de l'école, il y a quelque chose qui fait qu'on est insécure pour les élèves. Alors, il y a des choses qui insécurisent beaucoup les élèves, et sur le Val-de-Marne, qui n'est pas l'académie la plus choisie, loin de là, par les professeurs, lors des mutations, on a beaucoup de postes vacants. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de harcèlements avaient lieu, particulièrement quand les élèves ont beaucoup de changements de profs ou des trous dans leur emploi du temps, qui les déstructurent complètement. Ils ont besoin d'être très cadrés, et du fait du manque d'enseignants, du fait de la vie, etc., ils se retrouvent, ils vont en cours 1 heure, ils ne savent pas 2 heures de perm, hop, tac, et ça les déstructure complètement, et du coup, il y a plus de passage à l'acte. Alors, on ne réglera pas les problèmes d'emploi du temps ce soir, mais quand même penser à ça, de déstructuration psychique que peuvent induire des changements de cadre, de rythme de vie, de rythme de cours, pour des élèves fragilisés à ce moment-là de leur vie. Diapo suivante. Alors, les mots, j'en ai déjà parlé, comme le temps a filé, je vais essayer de faire court pour qu'on puisse échanger. Pour l'enfant victime, ne pas le stigmatiser comme victime, déjà ça c'est important, il a vécu ça, il ne va pas se limiter à ça. Être victime, ce n'est pas une identité, c'est un moment, il ne faut surtout pas le regarder comme qu'une victime. Il a des ressources, il a des capacités, c'est extrêmement important. Il faut valoriser le fait qu'il l'ait dit. Il ne faut pas s'imaginer que tout va être miraculeux, pouvoir lui dire, voilà, on va faire le maximum pour que ça s'arrête, et puis on va voir comment ça évolue. Il se peut que ça évolue positivement. Si ça n'évoluait pas positivement, il ne faut pas que tu hésites à me demander ou en reparler à un tel. Il faut qu'il ait confiance en nous. Et ça, ce n'est pas gagné. Parce qu'a priori, il n'a plus confiance. Sinon, il vous l'aurait dit tout de suite, il n'aurait pas été harcelé, il aurait juste été victime de violence. Du côté du harceleur, c'est très important d'essayer de le dégager de cette violence agie et de l'aider à y mettre du sens. Quand tu fais ça, est-ce que tu comprends pourquoi tu le fais? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu ressens toi? Est-ce que tu pourrais me dire, à ton avis, ce que ressent l'autre?
Quand il arrive à comprendre l'incidence de ses actes sur l'autre, on a gagné quelque chose parce que du coup, il ne va plus être harceleur. Alors ça, certaines fois, ça peut se faire en relation individuelle, mais ça peut se faire avec des petits groupes pour les apprendre à gérer ensemble des émotions agressives et leur permettre de comprendre que l'autre a à être respecté. Mais souvent, s'ils agressent l'autre, c'est qu'eux-mêmes se sentent complètement insécures et ne se sentent pas du tout respectés. Ça, c'est très important parce qu'on voit bien la dynamique harcelé-harceleur. Et quand on stigmatise trop l'un, eh ben, ça laisse toute la place à l'autre et après, ça peut être compliqué. Diapo suivante. Alors, quand on intervient, c'est reconnaître, contenir, rassurer, protéger, prévenir, éventuellement, oui, sanctionner. La sanction, elle est importante. Il faut que la sanction, elle ait du sens. L'exemple que je donnais tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Il faut que c'est du sens, et vous savez que pour les enfants, quand c'est écrit, c'est pas mal. Dans les règlements d'établissements scolaires, de collège, beaucoup d'établissements qui ont eu des problèmes comme ça, la notion du respect de l'autre est inscrite maintenant, parce qu'après, on peut le reprendre. La notion du respect de l'autre, la notion du cyberharcèlement aussi. Autrement dit, si j'harcèle à la maison un camarade par rapport à ce qui s'est passé au collège, c'est compris comme un harcèlement scolaire. Donc c'est interdit. Donc on peut très bien mettre que le cyberharcèlement est interdit. Comme ça, ils ne vous diront pas, on ne m'a jamais dit que je n'avais pas le droit d'insulter, de menacer de mort sur Internet. On éduque aussi à ces technologies-là, à cette façon d'être dans la relation avec l'autre, ça c'est important. Diapo suivante. Donc les sanctions, elles peuvent être extrêmement variables. Alors, juste pour rappel, une sanction, elle a du sens, elle est comprise si elle a du sens. Sinon, elle n'en aura pas. Et attention, quand on voit dans les établissements scolaires des exclusions, le sens que ça a pour les élèves et la façon dont ils vont interpréter d'autres actes qui auront été posés et qui ne seront peut-être pas sanctionnés à la même hauteur. Donc c'est souvent important de pouvoir le reprendre avec les élèves et l'élève qui est sanctionné lui permettre de comprendre, sinon ça ne servira à rien. Il va se victimiser puis il va continuer sa carrière de harceleur dans l'établissement d'à côté. Diapo suivante. Bon, là, j'avais mis, mais ça, vous les trouverez, c'est les références au niveau pénal, parce que le harcèlement peut être poursuivi, et ça, beaucoup d'enfants l'ignorent, par rapport à des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, parce qu'il faut savoir que si vous portez plainte pour harcèlement scolaire, la plainte sera classée parce que le harcèlement scolaire n'existe pas dans le code pénal. Un magistrat, il poursuit par rapport à ce qui est dans le code pénal. Donc, il faut porter plainte pour harcèlement. Dans le code pénal, il n'y a pas scolaire. Harcèlement. Harcèlement moral, harcèlement au travail, mais harcèlement. Donc, on peut aussi porter plainte pour des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, diapo suivante, pour des atteintes aux biens, pour éventuellement donc, le harcèlement moral. L'api-slapping, c'est le fait de prendre en photo avec les portables. Ça, beaucoup d'élèves le méconnaissent. Sur le papier, on peut avoir 75 000 € d'amende, autant vous dire qu'ils n'ont jamais... Lui aussi, il y a eu des sanctions à l'encontre de profs, mais d'élèves entre eux jusqu'à présent, jamais. Le bizutage peut être dans un contexte de harcèlement scolaire, on va passer... ça, c'est les nouveaux délits qui apparaissent avec la cybercriminalité, d'adolescents qui créent une identité, ils prennent la photo de leur copain, ils lui créent un compte Facebook. Au début, sur le compte Facebook, il dit des choses gentilles, et puis après, il va dire des insultes, des menaces, mais en fait, c'est pas lui, il n'a jamais écrit ça. Ça participe au harcèlement. Ça a conduit au suicide d'un ado en Belgique en début d'année. C'était pas son Facebook, mais en fait, tous les autres pensaient que ça l'était. Donc le délit d'usurpation d'identité est assez récemment, ça fait 2 ans dans le code pénal. Diapo suivante. Voilà, donc je vais garder du temps pour échanger. Les facteurs de gravité, c'est quand les faits sont répétés, fréquents, quand c'est intentionnel, quand le harceleur est quelqu'un de proche, fratrie, quelqu'un qui a l'autorité, donc si c'est un parent bien évidemment aussi. Quand c'est nos enfants, je vous expliquais en début, qui avaient subi des choses un peu compliquées, des traumatismes antérieurs, et puis quand au moment du harcèlement, il va avoir des réactions tout à fait inadaptées, c'est-à-dire il ne va pas pouvoir se défendre, il va être dissocié comme clivé en deux, il vous dira après, c'était comme dans un film, j'ai pas appelé, j'ai pas sollicité de l'aide, je ne pouvais pas faire autrement. Alors là, vous ne lui dites pas, mais pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi on évite avec des enfants, vous barrez ce mot-là, parce que c'est extrêmement culpabilisant. Beaucoup d'enfants ne crient pas dans ces situations-là. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas pu crier, tu n'as pas crié? Est-ce que tu pourrais me dire? Au moins, j'essaye de comprendre, mais je ne tranche pas de façon à couper la communication. Donc ça, on va passer. Le pronostic favorable, c'est quand il trouve ses ressources. Et les conséquences, ça j'en ai parlé, je vais m'arrêter là pour qu'on ait du temps pour échanger. Les conséquences, elles peuvent être, et ça c'est très important de le dire, elles peuvent être à différents niveaux, psychologiques,
physique, somatique, scolaire. Quand c'est la fratrie ou quand c'est un parent harceleur, là on est dans le harcèlement scolaire, mais des fois les parents sont aussi très harceleurs sur leur enfant, c'est aussi une vraie violence dans la filiation pour ces enfants-là. Je voudrais juste rappeler, puis on s'arrêtera là pour le diaporama, que dans les dernières études, il y a une étude qui a été faite par un Finlandais, Finette, il y a quelques années, il y a 2 ans. On considère qu'à l'âge de 50 ans, le risque majeur en termes de troubles morbides, c'est-à-dire les risques de morbidité, les risques les plus pathogènes pour la santé, sont le fait d'avoir été exposé à de la maltraitance et à de la violence dans l'enfance. Autrement dit, on meurt plus précocement, on a plus de troubles cardiaques, plus de diabète, plus de problèmes de santé graves. C'est la première cause de maladie grave à 50-55 ans. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas banaliser. Vraiment pas banaliser. Quand ça s'est passé, vous allez me dire, oh là là, mon gamin, il a été harcelé, et vous êtes en train de me dire qu'il va mourir avant 50 ans. C'est pas ça. Hein. C'est quand on a été traumatisé, qu'on a vécu des choses très dures et qu'on est resté seul au monde. L'idée, c'est ça. On peut avoir vécu des choses atroces et arriver à s'en dégager. On a des ressources, etc. Mais si vous avez vécu des choses atroces et que vous êtes resté seul au monde, avec une incompréhension de votre entourage, avec une impossibilité de communiquer votre propre souffrance, ça peut être une vraie violence. Et à ce moment-là, les troubles peuvent s'enquister parce que vous allez être dans le stress permanent et trop de stress nuit aussi gravement à la santé. Donc tout ça pour dire, et on va garder un temps d'échange, parce que moi je peux tenir le micro 8 heures comme ça sans problème, donc on va garder un temps d'échange, c'était convenu, qu'on a à peu près 1 heure ensemble pour échanger. Et puis c'est aussi important quand on a ce type de conférence de venir aussi avec vos questions, vos remarques. Vous voyez que c'est complexe, c'est pas simple, il faut penser dans la temporalité. Ce sont des enfants blessés des 2 côtés. Et on doit être extrêmement attentif à ne pas les blesser davantage. Alors certaines fois, on va le faire à l'insu de notre plein gré. À tout moment, on peut récupérer. Mais à tout moment, ces enfants-là, pour se construire, devenir grands, croire que la vie est possible et pensable, ils ont besoin de nous et ils ont besoin qu'on ait confiance en eux, confiance en nous et confiance en l'avenir. Et ça, c'est aussi important dans le contexte actuel, un peu sinistrose quand même, de leur envoyer des choses positives de la vie. Donc vous éteignez la télé, mais vous leur portez aussi des choses positives de la vie et de ce que ça peut apporter, même quand il y a des épreuves, des choses compliquées, pour pouvoir dire, voilà, oui, on a vu le crash, c'est horrible, c'est atroce, mais en même temps, vous voyez la solidarité qu'il y a eu humainement autour des gens en difficulté. C'est aussi ça le rôle d'adulte, de parent, c'est d'être cet adulte transitionnel, celui qui permettra de donner du sens, de ne pas figer les gens dans les traumatismes vécus et surtout de leur permettre de croire en un devenir possible. Merci.